Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel. J'avais fait une vidéo sur les représentations graphiques sous RStudio et cette vidéo n'avait pas de son, donc aujourd'hui je me préoccupe de refaire cette vidéo et nous allons la refaire ensemble. Voilà. Donc sans plus tarder, vous allez ouvrir RStudio. Moi j'ai déjà préparé un script pour ces différentes représentations graphiques que nous aurons à faire et voilà. Donc là, je me mets dans la console, d'accord? Et on va attaquer. Comprenez que les représentations graphiques, c'est par rapport aux variables d'une data frame. Et donc, nous allons pour ça créer une data frame qui va être en quelque sorte notre fichier de données sur RStudio. Et c'est quoi ce fichier de données sur lequel nous allons travailler? Eh bien, c'est un fichier relatif à la santé mentale des détenus dans une prison de France que j'importerai dans RStudio pour qu'on puisse faire notre travail avec. D'accord? Donc, here we go. Je vais appeler, donc là, on va dire création de la data frame pour, d'accord, l'importation de notre fichier de données santé mentale, d'accord, dans une prison de la France métropolitaine, d'accord. Donc pour pouvoir créer cette data frame afin d'importer ce fichier de données sur lequel nous allons travailler, nous allons faire mental comme voilà, data frame. Donc cette data frame aura pour nom mental. Et on va faire read.csv2, c'est le plus performant. Après, je vais vous expliquer une autre formule parce qu'il y a plusieurs formes pour pouvoir importer des fichiers de données et du type CSV. D'accord? Voilà. Donc, on va faire read.csv2. Ce fichier de données s'appelle smp1. L'extension CSV, d'accord. Voilà, j'ai oublié une chose. Avant toute chose, il faut définir le répertoire de travail. Donc, il nous faut définir notre répertoire de travail. Excusez-moi, donc je vais couper ça, cette formule que nous sommes en train de taper. Je la coupe. Je crée d'abord mon répertoire de travail. Donc, pour ça, il faut aller dans session Set Working Directory, Choose Directory. Notre répertoire de travail, ben, le mien, c'est sur le bureau, session initiale, session 13, et on va faire Open, d'accord? Sans la création, ou bien sans la définition du répertoire de travail, ben, la formule ne serait pas exécutée. Parce que le fichier de données qu'on va travailler se trouve dans ce répertoire, d'accord? Donc, on va maintenant mettre notre formule pour l'exécuter et ça va marcher. Donc là, on va aller dans l'environnement pour pouvoir voir apparaître ici cette data frame. Donc, si je fais Entrée, vous voyez que cette data frame est créée. D'accord? Donc, si j'avais pas importé, si j'avais pas défini mon répertoire de travail, cette data frame ne serait pas exécutée. Voilà. Parce que le fichier en question se trouve dans ce répertoire. D'accord? Voilà. Donc, là, c'est bon. Ensuite, on peut essayer de regarder un peu le contenu. Regardons le contenu de ce fichier de données. D'accord? Pour voir un peu ce que ça ressemble. On sait déjà que c'est une data frame de 799 observations et de 9 variables, mais on pourra la vérifier. Donc on va faire str. Str, c'est une fonction qui permet de regarder le nom des variables, le nombre des variables et le nombre de nos observations et de regarder un peu les premières lignes. Voilà.
le contenu du fichier. Donc on va faire str, notre data frame s'appelle mental, donc str mental. Et alors, qu'est-ce que ça nous donne? str mental nous donne chr mental. Là, il y a un petit souci de définition. Oui, il y a un petit souci. Au fait, là, il faut faire plutôt sans les guillemets. Voilà, str mental simplement. On fait sans les guillemets, d'accord? Vous voyez, chr mental, on met les guillemets, donc c'est pas bon. Donc on fait sans les guillemets. Et on a tout à fait une data frame de 799 observations, 9 variables. Et les noms des variables, comme je vous disais, c'est âge, profession, def, cons, etc., etc., nombre d'enfants, recherche sensationnelle, etc. D'accord? Et les premières informations qui s'affichent. Voilà. Donc, on peut également utiliser, bon, je vais vous épargner les commentaires à chaque fois, hein. On peut également utiliser la fonction id mental. On va faire, l'erreur était la mienne, au fait, il fallait faire sans les guillemets quand on tape le nom de la data frame. Donc id mental nous donne à peu près les mêmes informations. On voit que on a les noms des variables et les 6 premières lignes, donc les 6 premières observations, avec les informations concernant ces observations. Ok. On peut également regarder quelques statistiques sur nos différentes variables que nous avons là, à savoir la moyenne, les écarts types, les premiers quartiles, les troisièmes quartiles, etc. Donc on va faire pour ça summary, on va voir les statistiques, et on tape mental directement le nom de la data frame sans les guillemets. Et ça nous donne à peu près voilà ce que je vous disais. Vous voyez? Donc le min de cette variable c'est 0,0. Le max de cette variable c'est 1, le premier quartile c'est 0, la valeur médiane c'est 0, la moyenne etc c'est ça, et le troisième quartile ça donne ça, d'accord? Voilà. Donc sans plus tarder, ça c'était pour à chaque fois que vous importez un fichier de données dans RStudio, faites ces petites manipulations pour savoir un peu ce que ça veut dire, hein, ce fichier de données. Qu'est-ce qu'il y a dans ce fichier de données? Une fois que c'est fait, on va maintenant passer à la première représentation graphique. On va prendre pour ça représentation. On va faire la représentation, d'accord? Représentation graphique de notre première variable. Ici, on va prendre une variable qualitative, hein. On va prendre la variable qualitative profession, parce que la profession, le métier, n'allez pas me dire que c'est une variable quantitative, c'est bel et bien une variable qualitative, parce que nous avons des modalités pour cette variable, d'accord? On ne peut pas quantifier les différentes modalités de cette variable, d'accord? La variable profession aura pour modalité par exemple cadre, agriculteur, sans métier, sans emploi. Voilà. Donc le mot cadre n'est pas quantifiable, le mot agriculteur n'est pas quantifiable, et le mot sans emploi n'est pas quantifiable. Donc c'est une variable qualitative, d'accord? Donc représentation de la variable qualitative prof, pour dire profession, d'accord? Donc pour ça, nous allons utiliser les fonctions table et barplot. Table pourquoi? Table parce que on va d'abord avoir le nombre des observations par rapport à la variable d'intérêt. Donc les fonctions à utiliser seront table et barplot pour la rep graphique
de notre variable qualitative, d'accord? Donc, table va nous retourner le nombre des observations par rapport, d'accord, aux modalités de la variable d'intérêt profession. D'accord? Donc on va faire table. D'accord? On va faire table mental pour appeler notre data frame, notre fichier de données. D'accord? Et vous faites dollar pour retrouver la variable. Alors, il y a un petit souci au niveau de notre data frame. Je vois que les noms de mes variables ne sont pas correctement définis. Le nom de mes variables ne sont pas correctement définis. Alors, pour ça, je me propose d'abord de vérifier ça. Donc, si on tape mental, et on fait dollar, normalement, c'est bien défini. D'accord? Non, mais je suis en train de faire une vidéo là. Je peux pas. Non, mais si c'est beau, je suis éteint tout. Voilà, excusez-moi, c'était ma femme qui me demandait un petit truc. Voilà, donc normalement, notre data frame elle est bien définie hein, avec les 9 variables 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. D'accord? Donc à chaque fois que vous tapez le nom de la data frame plus dollar, et bien ça vous affiche le nom des différentes variables. C'est bien défini. Alors, c'est peut-être ma fonction qui n'était pas bien tapée. On va revoir ça. Table mental, d'accord, dollar, et voilà, c'est bien, ça revient. Donc on va faire dollar prof, c'est bon, dollar prof, et tac, ça me donne, comme je vous le disais, le nombre des observations par rapport à chaque modalité de notre variable d'intérêt. Donc ici, on a 6 agriculteurs, 90 artisans, 31 autres, 24 cadres, 135 employés, 227 ouvriers, d'accord, etc., etc. Donc, là, table fait ça. Après, on va faire bar plot pour représenter ces différents effectifs que nous avons. D'accord? Donc, bar plot table de mental dollar prof, d'accord, va nous donner, chers amis, le premier graphique que vous voyez sur la droite. D'accord? Donc, vous voyez que agriculteurs, eh ben, il n'y a que 6 agriculteurs, donc ça correspond à peu près. Et donc, ça, ce sont des diagrammes en bâton. Voilà. Les variables qualitatives, toujours, ben, la représentation graphique donne des variables, des diagrammes en bâton. Et l'auteur des diagrammes en bâton, ben, ça représente les effectifs. D'accord? L'auteur des bâtons correspond aux effectifs. Donc 6 agriculteurs, 90 artisans, 31 autres, 24 cadres, 135 employés, et voilà. Donc on est bon. Donc ça c'est la première représentation graphique. Ensuite, on peut, une façon de représenter aussi une variable qualitative consiste à utiliser un camembert, pas que des diagrammes en bâton, d'accord? Donc, représentation de la variable quali en utilisant, d'accord, un camembert. D'accord. Donc, pour ça, on va utiliser les fonctions à utiliser, d'accord, sont pi, comme tarte, hein, comme camembert en anglais,
et table, toujours, d'accord. Donc pour ça on va faire p table, on va appeler la data frame mentale dollar. Qu'est-ce qui se passe toujours quand je fais qu'est-ce qui se passe? Il y a un petit souci à chaque fois que je... Bon, attendez. Pi mental, pi table, pardon, table, parce qu'on représente les effectifs par rapport à chaque modalité. Donc il faut faire pi et ce qui représente les effectifs table. Donc pi table, on appelle notre data frame mental, d'accord. Dollar, voilà, ça s'affiche maintenant. Prof, d'accord. Et tac, chers amis, vous voyez le camembert qui est juste à côté. C'est bon? Nickel. Donc, là, ce sont les deux façons de représenter les variables qualitatives. C'est bon pour vous? Ok. Donc, les fonctions, les premières fonctions, c'est table et bar plot pour des diagrammes au bâton. Et la deuxième fonction, c'est pi et table pour un camembert. D'accord? Donc, passons maintenant à la représentation graphique de la variable. On va passer aux variables quantitatives. De la variable quantitative. Dans notre data frame, notre fichier de données, une variable quantitative ici c'est âge. Donc on va faire âge, d'accord? Voilà. Alors, pour pouvoir représenter des variables quantitatives, il faut utiliser la fonction à utiliser. Il faut mettre un truc. La fonction à utiliser, d'accord, est ist, d'accord. Donc, à chaque fois que vous voulez représenter les variables quantitatives, utilisez la fonction ist. Pourquoi? Parce que la représentation graphique, comme on enseigne dans les écoles de statistique, d'une variable quantitative, se fait avec des histogrammes. D'accord? C'est des histogrammes. Donc, c'est pourquoi on utilise la fonction ist. Donc, on va faire ist. D'accord, chers amis? On va prendre cette fonction. Et on va faire mental. On va appeler toujours notre data frame. D'accord? On va faire $. Et on va appeler la variable quantitative en question qui est âge. On fait entrer, chers amis. Et là, sur voilà, la partie droite de notre écran, on voit l'histogramme en question. Oui, j'arrive. Voilà, donc là, vous voyez cet histogramme. Mais bon, cette représentation n'est pas la meilleure du tout. Je vais essayer de l'enjoliver. Et vous allez voir ensemble avec moi qu'il faut utiliser des options, chers amis, pour bien le définir. Par exemple, là, on peut changer le nom. Vous voyez, ça c'est une notation de RStudio 101. Hein. Ça ressemble à ce que j'ai fait dans le code au bout de la console. Donc on peut changer ça, bien définir tout ça là, et essayer de mettre des noms propres, quoi, et essayer d'avoir quelque chose de propre. Donc pour ça, on va améliorer notre formule. On va faire ist de mental toujours, qui est la data frame que nous allons appeler $. Attendez, je sais pas ce qui arrive à RStudio aujourd'hui. Hein. Chaque fois que j'appelle les fonctions, ça me fait des trucs. J'appelle les variables avec $, ça me fait des trucs bizarres. Bon, c'est pas grave, l'essentiel est que nous avons ce niveau. Et c'est affiché, et ça y est là, donc c'est bon. Donc on va faire ist $, la variable quantitative âge, et on va ajouter avec les options, on veut par exemple avoir les histogrammes en jaune. Cette couleur grise là on ne la veut pas, d'accord? Donc on va faire call. Vous pouvez même, hein, vous pouvez faire red, hein. On n'est pas obligé de, voilà. Vous pouvez faire red, hein. Donc call red, d'accord? Et à chaque fois, voilà, vous faites red, virgule, on va faire main pour définir, chers amis. Donc, voilà, ça s'affiche main. Vous pouvez sélectionner avec
la tabulation. Vous faites main pour définir le nom de votre représentation graphique. Donc ici on va faire distribution de l'âge, d'accord, des détenus. C'est un fichier de détenus. D'accord. On ferme le guillemet. On continue et on va dire en abscisse, on aura la variable, on aura âge, d'accord. Et en ordonnée, pardon, on aura ylab, on aura les effectifs des détenus, d'accord. C'est bon pour vous? Et là, chers amis, en exécutant, nous avons objet introuvable. On me dit read objet introuvable. Bon, on me dit read objet introuvable. Bon. On va copier la formule. On peut aller, si vous voulez, on peut aller sur internet hein, pour vérifier comment ça s'écrit RAID en anglais, hein, parce qu'on n'est pas tous, même si on est sûr, voilà, mais il faut toujours vérifier RAID. RAID veut dire rouge, d'accord. Donc on revient. On va... Bon, voilà, il y a un petit souci. C'est moi le problème, chers amis. donc là, on fait un copier-coller de la formule et il fallait mettre un petit guillemet à côté de RAID. Voilà. Et chers amis, miracle, on a ce que nous voulons. D'accord? Parfait. Donc voilà. L'histogramme en question concernant la variable quantitative âge avec une coloration RAID comme rouge, main comme principal pour définir le nom de notre représentation graphique, de notre graphe, hein. Xlab pour dire qu'en abscisse on veut avoir âge, d'accord, et Ylab pour dire qu'en ordonnée on veut effectivité détenue comme écrit. C'est bon pour vous? Nickel. Alors, une autre façon de représenter graphiquement une variable quantitative, c'est d'utiliser des boîtes à moustaches. D'accord? Donc, on va faire représentation de la variable quanti en utilisant une boîte à moustache. D'accord? Donc, pour pouvoir utiliser une boîte à moustache, la fonction à utiliser est boxplot. D'accord les amis? C'est boxplot qu'on va utiliser. Donc, on va faire boxplot de Montal, toujours on inclut notre data frame. Hein. Montal, d'accord? Dollar. H, qui est ici la variable quantitative. Et on va dire par exemple en abscisse on veut xlab. En abscisse on veut attendez. Xlab égale, d'accord, à H. D'accord? On veut ça en abscisse. C'est bon pour vous? Donc c'est ça. Notre boxplot ici les amis. Et en abscisse, xlab égale H. D'accord? Donc là, ça c'est les différents effectifs, etc.
Donc, pour pouvoir expliquer une boîte à moustache dans les écoles de statistique, on dit que à l'intérieur de la boîte à moustache, on a à peu près 50% des observations. Là sont les observations, donc 50% des observations. Et à l'extérieur, ici et ici, c'est 25%. Après, vous avez les petits cercles qui correspondent à des valeurs. Voilà, c'est des valeurs, comment on les appelle ça, euh, c'est des valeurs qui s'écartent un peu trop de la moyenne et tout, etc. Bref. Mais cette explication est un peu fausse parce que si 50% des observations étaient contenues à l'intérieur de la boîte à moustache, mais ici on aurait à peu près 75% parce que là cette partie elle est un peu plus grande. Vous êtes d'accord avec moi? Ça représente pas 25%. Là, 25%, oui, ici on peut être d'accord, mais là, 25% c'est faux. Donc, pour vous dire que les boîtes à moustache ne représentent rien, n'ont pas une signification en tant que telle, ne veulent rien dire. Elles disent souvent quelque chose si on essaie de coupler notre variable d'intérêt avec d'autres variables pour avoir des sous-groupes, et dans ce cas-là, on va avoir plusieurs boîtes à moustache et ça peut faire une bonne explication. D'accord? Donc, on va essayer de coupler la variable âge qui est là avec d'autres variables, d'accord, pour former des sous-groupes, et comme ça, on peut avoir une bonne explication à notre boxplot, à notre boîte à moustache. Donc, on va faire boxplot, on va reprendre la formule, boxplot de mental, $âge, d'accord. On va faire, pour ça, il faut faire tilde, il faut utiliser la fonction, puisqu'on est en train de coupler âge à d'autres variables, la variable âge à d'autres variables dans notre fichier de données, notre table. Donc on va faire Alt GR2 pour sélectionner tilde et on va prendre mental, d'accord, $, et on va sélectionner une autre variable de notre table, par exemple la recherche de sensations. On va prendre ça, chers amis, d'accord, et on va dire que en ordonnée, on va par exemple avoir YLab, on va avoir H, et en abscisse XLab, on va avoir RS qui est la recherche de sensations. On va faire recherche de sensations. D'accord? Voilà. Comme ça va nous donner plusieurs boîtes à moustaches. Là, on a 3 boîtes à moustaches en fonction des différentes valeurs de la recherche de sensations. Ça sont des sous-groupes. 1, 2, 3 sous-groupes de la variable âge. D'accord? Voilà. Et ça peut avoir une explication. Donc, on peut dire ici à ce niveau que lorsque la recherche de sensation est faible, quand elle prend la valeur 1, eh bien, on a un peu plus de personnes, voilà, on a des gens qui sont un peu plus âgés, recherchant une sensation faible, et on a de moins en moins de personnes âgées, c'est-à-dire des personnes jeunes d'âge, qui recherchent des sensations fortes. D'accord? Donc là, par exemple, pour une recherche de sensations fortes égale à 3, vous voyez que la tranche d'âge, c'est entre 30 et 40 ans. D'accord? Donc, plus on diminue en recherche de sensations, plus on est âgé. D'accord? Voilà. Donc ça, c'est la bonne explication qu'on peut donner à une boîte à moustache. Ensuite, donc, vous venez de voir les représentations graphiques d'une variable qualitative et d'une variable quantitative. On va maintenant passer à la représentation graphique d'une distribution conjointe, c'est-à-dire l'utilisation de deux variables quantitatives. D'accord?
Ça, notez bien, faites la différence. Hein. Boxplot, mental âge, tilde, mental RS, ça, c'est pas une distribution conjointe. Là, on recherche un sous-groupe de la variable h en faisant tilde. Donc, maintenant, si on veut une distribution conjointe, représentation, excusez-moi, représentation graphique d'une distribution conjointe de deux variables quantitatives. Alors là, vous allez voir la différence de fonction. À la place du tilde qui est là, on va avoir une virgule. D'accord? Et pour ça, on va utiliser la fonction à utiliser est plot. D'accord? Donc on va faire plot de mental dollar. Voilà, à chaque fois que je fais dollar, eh bien, il me ressort des trucs dollar. Attendez. Ça me ressort des trucs bizarres. Bon, attendez. Donc on a la fonction plot, on la sélectionne avec tabulation, mental, voilà. Comme ça, il faut prendre à chaque fois la data frame avec tabulation pour qu'on puisse pas avoir de problème en sélectionnant les variables. Voilà. Parce que quand tu tapes toi-même la data frame, après ça devient galère pour sélectionner ces variables. Donc on prend âge dans un premier temps, d'accord, puis on fait virgule pour la distribution conjointe, on fait mental, d'accord, dollar, et on prend la deuxième variable quantitative qui est nombre d'enfants. Et vous voyez, on a une distribution conjointe ici. Bon, après, il y a des gens qui diront que ça, c'est pas une meilleure distribution conjointe et tout, parce que je suis tout à fait d'accord. On va vous dire que le nombre d'observations ici est un peu supérieur à ce qui était de la réalité, les 799. D'accord? Donc, pour pouvoir avoir quelque chose de pas approximatif, mais de vraiment exact, on va améliorer cette fonction plot. Donc, on va faire amélioration de notre graphique avec les options jitter. D'accord? Pour améliorer notre graphique. Donc on va faire toujours plot. On va faire jitter. Donc on va mettre la data frame dans jitter. Et je sais pas vraiment ce qui arrive à ce truc aujourd'hui, là, chers amis. Chaque fois que je fais dollar, il me ressort des trucs bizarres. Alors, jitter, d'accord? Donc, on va faire jitter en sélection, c'est mieux de prendre avec tabulation. Dollar, d'accord? On va faire âge et on va faire virgule pour la distribution conjointe jitter mental dollar nombre d'enfants. D'accord? Et là, vous avez à peu près une bonne distribution conjointe. D'accord? Là, vous êtes sûr d'avoir exactement le même nombre d'observations que vous avez là. D'accord? Donc, c'est ça. Donc, voilà pour ce qui est de la distribution conjointe. Et nous allons passer maintenant à la représentation graphique. Là, par exemple, si on se propose de regarder l'évolution au cours du temps.
des sujets dans une série temporelle. Hein. Comment faire pour représenter graphiquement ces observations, ces sujets, l'évolution au cours du temps de ces sujets. D'accord? Donc là, on va passer à l'utilisation d'une autre fichier de données, parce que avec ce fichier de données, nous ne pouvons pas continuer à faire cette représentation graphique. C'est impossible avec ce fichier. D'accord? Donc on va utiliser un autre fichier. Donc, utilisation d'un autre fichier de données pour représenter au cours du temps l'évolution de certaines observations. D'accord? De certaines observations, excusez-moi. D'accord? Ok. Donc, on va utiliser pour ça, on va faire importation de notre fichier de données. Importation du fichier de données, d'accord? Et pour ça, il faut créer une data frame. Donc, on va faire, puisque c'est des sujets, ces sujets ou ces observations-là dont on parle ici, c'est des gens qui ont été suivis au cours du temps par rapport à une variable d'intérêt. D'accord? Et c'est des déprimés. C'est des déprimés, ces sujets-là, ces gens-là, c'est des déprimés. Et on va regarder le score de dépression au cours du temps. Donc, pour ça, on va appeler, puisque c'est un suivi, on va appeler notre data frame suivi égal. On va faire read. Ah, j'avais dit que j'avais une deuxième formule à vous expliquer et tout. Je vais faire une petite pause sur cette partie-là pour vous expliquer la deuxième formule pour importer des fichiers CVS. D'accord? CSV, pardon. Donc on va faire suivi égal read.csv2 notre on peut regarder ça ici hein. notre puisque je suis bien dans mon répertoire que j'avais appelé donc notre fichier il est là, d'accord, c'est outils ou bien regarder le nom pour taper hein, d'accord, quand on appelle ce fichier, quand on veut importer ce fichier de ton répertoire à RStudio. Donc on va faire HDRS, non c'est outils pardon, outils underscore HDRS.csv, d'accord, l'extension du fichier. Donc on voit apparaître cette data frame ici, c'est une data frame, c'est un fichier de données de 1053 observations de 3 variables. D'accord, on peut regarder rapidement l'intérieur hein, pour savoir un peu c'est quoi ces 3 variables. Donc on va faire pour ça str, le nom de la data frame c'est suivi, d'accord. Et on voit que, chers amis, data frame, 3 observations, 3 variables, et c'est numéro, visite et HDRS, le score de dépression dont je vous ai parlé. Donc, numéro, pour dire que ça c'est l'identité, c'est l'identifiant de chaque individu. Le nombre de visites de suivi et le score qu'on observe, le score de dépression. Donc, des déprimés identifiés avec leur numéro, qu'on suit avec le nombre de visites par rapport
à leur score de dépression au cours du temps. C'est bon? Voilà, donc là on a regardé un peu le contenu, on va pas faire encore la même chose pour id, summary, etc. Vous savez que quand on fait summary, ça résume un peu les statistiques sur les trois variables, etc. Donc on va pas perdre notre temps à faire cela. Mais je vais en profiter pour vous expliquer la deuxième formule pour importer un fichier de données CVS. Donc l'autre formule, mais qui est surannée, hein, qui est déçue, c'est un peu, excusez-moi pour ce bruit, et c'est ma femme qui est en train de manger. Donc, comme je vous le disais, cette formule-là, elle est un peu périmée, si vous voulez. Donc voilà, on n'utilise plus trop ça parce que c'est trop lent, trop fatigant, trop compliqué, etc. Donc l'autre formule pour importer un fichier de données CSV, c'est, vous allez faire read, donc par exemple je vais faire suivi 2, d'accord, suivi 2, je vais appeler cette data frame suivi 2, parce qu'il y avait une suivi 2, je vais faire read.table, d'accord, et je vais définir le nom du fichier à appeler qui est ici outil HDRS, c'est ça, c'est outil underscore HDRS, c'est ça, oui c'est ça, point CSV l'extension. À cela, on va ajouter des options comme par exemple bon, j'ai pas pour redéfinir ces options, il faut bien regarder le fichier de données, peut-être essayer de l'ouvrir sur attendez, bon, ça m'a fait ça deux fois. Bon. Il faut essayer de l'ouvrir avec Notepad. On va essayer de regarder ça, hein. D'accord. Donc là, je vais dans le truc session initiale, session 13, outils. Je vais ouvrir ça pour regarder un peu comment ça se présente ce fichier avant de définir les options dans RStudio. Parce que c'est toujours ça, quand on veut bien importer un truc dans RStudio, il faut bien regarder le fichier de données quelque part avant de savoir un peu voilà, de quoi il s'agit. Donc là, on voit que ici, la première variable c'est numéro avec les différentes voilà, valeurs. Deuxième visite et ça. Bon. Donc on sait que les données, les variables sont séparées par un point virgule. Hein. D'accord. Les variables sont séparées par un point virgule. Et les variables sont séparées par un point virgule. Et voilà, c'est le plus important. D'accord. Donc, on va revenir sur notre travail pour définir les options. D'accord. Donc, la première option à définir, on va mettre... il y a trois options, si je ne me trompe pas. On va mettre d'abord dans un premier temps string as factor. On va prendre égal false, c'est faux. D'accord. Voilà, il faut dire id, voilà. Donc id, les entêtes, l'entête ici, pardon. L'entête ici, il y a l'existence d'entête. Donc on va faire id. On va faire id égale true. D'accord, chers amis. Attends, on va enlever string as factor. On va faire, voilà, on va taper id, voilà, j'ai envie de sélectionner avec la tabulation, id égale true, virgule, on va prendre string as factor égale false, parce que c'est un peu le comportement de R. Si vous ne définissez pas des trucs comme faux, eh ben,
RStudio a l'habitude de transformer des chaînes de caractères en facteurs. Donc c'est pourquoi il faut dire string as factor égale false. D'accord. Ensuite, on va faire sep on va faire backslash on va pas faire backslash, on va y arriver, t, mais on va faire plutôt sep égale à point virgule pour dire que nos variables sont séparées par un point virgule. Différentes observations, hein, comme vous voyez ici, tout est séparé par un point virgule, d'accord. Et on va faire quote pour dire que les valeurs ici ne sont pas encadrées par des guillemets. Vous voyez bien qu'il n'y a pas de guillemets, donc on ne va pas mettre de guillemets chez ça. Donc on va mettre quote égale à, voilà, comme ça. Bon, l'intérieur du guillemet est vide. C'est ça qu'il faut considérer. Donc c'est vide pour dire que les données ne sont pas encadrées par des guillemets. Voilà. Donc on va faire OK. Et vous voyez que, chers amis, suivi de apparaissent là, effectivement, avec le même nombre d'observations et 3 variables. Bon, vous voyez combien c'est compliqué d'utiliser de vieilles formules comme ça pour appeler un fichier de données CSV dans RStudio, hein, que d'utiliser un truc aussi simple, 8.csv2 outil, rien que le nom du fichier importé. Alors que là, on fait 8.table, mais le nom du fichier avec beaucoup d'options qui fatigue. Voilà. Il faut aller ouvrir Notepad et tout, chers amis, c'est fatigant. Donc là, c'était juste un exemple. Une fois que c'est fait, on va maintenant essayer de représenter, d'accord, représentant l'évolution au cours du temps de nos observations, d'accord, qui sont ici des primés que nous suivrons au cours du temps. Donc pour ça, on va utiliser, bon, j'ai préparé un petit script pour vous et tout, hein. Pour ça, il faut faire attention. Il faut d'abord, parce que la fonction à utiliser, je vais vous dire la fonction à utiliser. La fonction à utiliser est la fonction plotMints. D'accord? La fonction utilisée est plotMints, alors que plotMints, ça n'existe pas, si vous voulez plotMints, ça n'existe pas dans RStudio. D'accord? Donc il faut à chaque fois importer cette balise, cette fonction pour l'utiliser, pour de telles représentations. D'accord? Et pour ça, on va faire install package pour importer la balise de cette fonction. Donc on va faire install package gplot, c'est ça la balise en question, d'accord. Donc on va faire ça et on va publier. Ah, excusez-moi, il faut mettre alors gplot est introuvable. Alors voilà, si vous faites install package ici, c'est ça le problème, si vous faites install package ici, vous n'allez jamais retrouver ça, d'accord. Donc la façon simple de pouvoir faire ça est de venir dans package ici, d'accord, et vous allez taper, vous allez prendre, vous allez sélectionner l'onglet install, d'accord. Et dans package separate multiple with space or comma, vous mettez gplots, d'accord. Vous la sélectionnez, mais bon, ça est là. Vous faites install, d'accord. Voilà, c'est comme ça que ça peut marcher. Bon, là vous allez voir des messages d'erreur, mais le plus important c'est ça, chers amis.
package expose successfully in package and etc. checké. D'accord. Donc ça a été bien installé et tout. D'accord. Voilà. Et pour pouvoir utiliser cette balise, il faut faire library dplots. D'accord. Lawless, tout cela c'est normal, chers amis. Les messages d'erreur en rouge, ne vous inquiétez pas, c'est normal. D'accord. Chaque fois que vous voulez importer une balise et tout, il sort des messages comme ça. Mais on est bon. Vous allez voir que notre fonction plotmints va marcher maintenant. Au fait, il n'y avait pas de fonction plotmints sur RStudio. Vous-même pouvez faire la vérification sans pour autant installer install package dplots, library dplots. Vous tapez plotmints, vous n'allez pas la voir du tout. Voilà. Mais là maintenant, moi je peux la voir. C'est comme ça. Donc je la sélectionne. Et on peut maintenant définir notre fonction, chers amis. Ici, on va faire suivi, notre data frame, on l'appelle, puisqu'il y a deux data frames, donc j'ai utilisé deux formules différentes. On va prendre le premier. On va prendre la première data frame, donc suivi, dollar. On a les trois variables qui apparaissent. Là, on va commencer par la variable HTRS, puisque c'est le score que nous voulons regarder, le score de dépression. Donc on va faire HTRS. On va faire, et ce score de dépression, on veut l'observer en fonction du nombre de visites des détenus. D'accord. Donc, excusez-moi. Donc, on veut voir quelle est la valeur du score par rapport au nombre de visites. Donc, si le déprimé vient aujourd'hui, le score a telle valeur, s'il vient demain, le score a telle valeur, s'il vient après-demain, le score a telle valeur. Est-ce que ce score-là diminue au cours du temps ou ça augmente? Voilà, donc on va voir l'évolution de ce score-là, tilde, en fonction du nombre de visites. Donc on va faire suivi, d'accord? Suivi en sélection, dollar, nombre de visites, d'accord? Et on va mettre des options juste pour avoir une bonne représentation graphique. Le gap égale à 0, ça c'est des options, chers amis, ne vous inquiétez même pas du tout. Et bar call, ça c'est des options, je vous conseille d'aller regarder dans la partie aide ici de help pour voir un peu ce que ça veut dire, toutes ces options. D'accord? Donc gap égale 0 et bar call, on va mettre black, d'accord? Donc, on va voir une première représentation graphique, chers amis, vous voyez. Donc, là, ça, c'est les détenus, l'ensemble des détenus. Et on a la moyenne de l'ensemble des détenus. Cette représentation graphique-là, cette courbe que vous voyez descendante, ça représente la moyenne des détenus. Donc là, on a une baisse du score de dépression au cours du temps, en fonction des nombres de visites. D'accord? Voilà. Donc ça donne ça. Mais on peut se dire que on va regarder chaque évolution. On va regarder l'évolution de chaque détenu, d'accord? Au lieu de regarder une moyenne, on va regarder l'évolution de chaque détenu. Donc vous allez voir que ça va donner un truc un peu fouillis ici, vraiment beaucoup. Voilà, donc pour ça, et aussi je voudrais dire que ce message, ce warning là, ce message d'erreur et tout là, ça ne vous préoccupe même pas de ça. Hein. C'est la formule, voilà, la formule elle est correcte et c'est le résultat que nous voulons. Donc le reste, les messages d'erreur, on s'en préoccupe pas. Donc on va maintenant essayer de voir l'évolution de chaque détenu. Donc on va faire plotmin, d'accord? Plotmin de suivi. Attendez, le mieux toujours c'est de faire tabulation. Donc on va faire plotmin. Bon, pour ça, attention, on va pas utiliser la même formule, excusez-moi. Pour regarder l'évolution de tous les détenus, d'accord, on va utiliser l'utilisation de la fonction interaction.plot, d'accord.
Bon, c'est des messages d'erreur qui vont pas finir, hein, qui vont toujours venir, mais ne vous inquiétez pas, nous sommes vraiment corrects. Donc, on va faire interaction plot, voilà, il est là, voilà. De suivi, notre data frame, $. On va d'abord prendre comme première information visite, d'accord? Et on va coupler ça à suivi $, le numéro, donc là, le nombre de visites du détenu identifié par ce numéro en question, suivi le score de dépression, qui est HTRS, et encore une fois de plus, L et Y reste une option. On va faire égal à 1 et legend, on va mettre false. Pourquoi? Simplement parce qu'on va avoir beaucoup de données, chers amis, et on ne veut pas avoir des images trop bizarres, quoi. Non. Voilà. Donc on va faire entrer et vous voyez, ça donne exactement ça au cours du temps. Ça, c'est pour toutes les observations. D'accord? Toutes les observations, tous les détenus. Voilà l'évolution de tous les détenus, l'évolution du score de dépression de tous les détenus en fonction de le nombre de leurs visites. D'accord? Donc, merci pour voilà, m'avoir suivi. Et si cette petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne pour plus de contenu. Voilà, il y a beaucoup de choses qui vont arriver, chers amis. Abonnez-vous, abonnez-vous au max, au max, au max. Faites péter voilà, le bouton abonner. Voilà, je vous remercie.